propose de passer à la présentation suivante, qui va être à deux voix, je crois. Michel Pascal et Frédéric Vinault. Michel Pascal est professeur de création musicale au Conservatoire de Nice et Frédéric Vinault travaille au laboratoire du LabCos à UCA. Alors vous allez nous présenter le Mikado, mais ces techniques de musique immersive et comment on peut utiliser finalement ces techniques dans le soin. Et je crois que vous allez nous l'illustrer avec quelques applications à certaines maladies psychiques. Donc on va vous parler de Mikadome, qui est un cube ou un hémisphère, ça dépend du système qu'on emploie, qui est constitué de 32 enceintes acoustiques qui entourent le public. Il est installé au Conservatoire de Nice. Et ça a bougé. On le voit ici depuis le haut de la structure, qui est à 3 mètres de haut. Et avec une masterclass du compositeur canadien Robert Normando, qui a été un des premiers invités à composer de la musique là-dedans, en 2019. Une autre vue, donc des rideaux absorbants qui sont de part et d'autre du cube, entourent complètement les auditeurs et neutralisent les réflexions de la salle de manière très importante, tout en conservant une acoustique vivante, notamment grâce au sol et au plafond dans lequel les réflexions continuent d'exister. Et le volume donc de plus de 260 mètres cubes permet une véritable écoute spectaculaire. Alors je pense que la temporisation est en fonction, ce qui fait que je ne sais pas si on peut changer quelque chose là-dessus. C'est la temporisation qui est enregistrée dans le je ne sais pas si tu peux la couper. Sinon, il va aller plus vite que moi. Bon, sinon, je le surveillerai. Ben oui, quand j'ai testé le passage, il y avait une temporisation à l'intérieur. C'est ça. Je ne sais pas où est-ce qu'on trouve ça. Normalement, c'est dans les préférences. Ouais. Non, bon, laisse tomber. Je suis désolé, ça ira en avant et en arrière. Je sais faire ça à partir du mien, mais pas à partir de celui-là. Oui, et donc ça permet une écoute spectaculaire qui dépasse largement la situation domestique qu'on peut avoir chez soi avec des systèmes en 5 points ou en 7 points, comme on a pour le cinéma généralement. Et ça dépasse aussi l'écoute un peu clinique du studio, qui est une écoute vraiment plutôt professionnelle que je sais pas comment dire, que confortable. Alors je continue ici. Alors voilà deux exemples de dispositifs. La multiplicité des dispositifs immersifs rend en fait complexe l'échange des œuvres multicanaux dans le monde. C'est pourquoi la communauté électroacoustique a déployé un espèce de standard qui est hémisphérique, qu'on voit sur le côté ici gauche, et qui est en 16.2, avec un système qui permet de décrire un hémisphère et donc de déplacer des sources sur l'hémisphère ou sur une sphère, si on pouvait avoir des choses en dessous. Et puis il y a un second standard qui est ici, qui lui décrit plutôt un cube, avec un autre type d'algorithme, et qui offre une finesse et des possibilités accrues. Donc celui-ci est en 16.2, celui-là est en 28.4. Alors 28, ça veut dire qu'il y a 28 haut-parleurs. Point 4, c'est ce qu'on voit en jaune. Ce sont des haut-parleurs qui sont spécialisés dans le grave. On a parlé dans la présentation précédente de la capacité des deux oreilles d'écouter en stéréo et de savoir d'où vient le son. Et en fait, à cause de la longueur d'onde beaucoup plus grande que la distance entre nos deux oreilles, les graves sont difficiles à percevoir, enfin la localisation des graves sont difficiles à percevoir, ce qui fait qu'on a des systèmes qui amplifient différemment les graves, il faut plus d'amplitude, et également qui les posent différemment dans l'espace. Là, ça sort des algorithmes de positionnement. Voilà donc l'exemple d'un hémisphère et l'exemple du cube.
Alors l'hémisphère, il est constitué de petits triangles, 2 haut-parleurs pour la latéralisation, un 3e en hauteur dans le triangle, et le cube est constitué de couches de points dans lesquelles on échantillonne en fait une couche, et c'est plusieurs couches successives. Pour le public, Micadom offre un nouveau type d'espace d'écoute acousmatique, multicanal, comme on l'appelle. Les séances s'apparentent plus à la situation sociale du cinéma qu'à celle du concert. On peut parler dans ce cas d'une espèce de cinéma en 3D, en 4D même, puisqu'on travaille au cours du temps. Un cinéma qui serait que pour l'oreille. Les œuvres sont jouées de manière automatique, chaque jour, à heure donnée, pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, donc comme des séances. Alors il ne s'agit pas non plus d'installation sonore, mais bien d'une composition musicale, parce que l'auditeur écoute les œuvres dans l'ordre, dans la durée prévue par le créateur, qui reste maître de la temporalité. L'auditeur entend ainsi la composition musicale de l'espace des sons dans l'acoustique exacte et à la position même où le compositeur a calculé effectivement et mixé l'ensemble de sa création. La zone d'écoute optimisée, alors vous en voyez là un bout, elle comporte que 12 sièges, mais le volume des cubes est suffisant pour permettre une dynamique qui dépasse largement l'expérience de proximité du studio, et on peut avoir des amplitudes qui sont là aussi au-delà de ce que l'oreille est capable de supporter. La répétition des séances donc, permet de toucher un public comparable à celui d'une salle de concert. Si vous avez par exemple 30 séances pour 12 places, ça fait 360 auditeurs, ça fait une salle comme celle-ci. Pour une œuvre qui tournerait par exemple pendant 10 jours, à raison de 3 séances par jour, dans un espace qui est entièrement calculable et confortable. Alors il est aussi possible d'y circuler debout pour des œuvres qui seraient non orientées dans l'espace. Beaucoup d'œuvres musicales sont orientées pour l'écoute. On les écoute dans un sens et pas dans l'autre. Il faut que je revienne en arrière. Donc la jauge peut alors être étendue puisqu'il peut y avoir plus de personnes qui sont debout et qui se déplacent. À l'inverse, on peut aller jusqu'à individualiser certaines séances, et il est demandé aux créateurs qui viennent travailler de fournir à la fois une version automatique et une version qui sera avec un dispositif interactif pour une personne qui est installée donc, dans ces transats. C'est alors l'auditeur lui-même qui devient l'interprète des mouvements de certaines sources sonores qui ont été calculées pour lui dans l'espace de projection. Et le dispositif, on l'utilise à la fois pour des projections publiques et dans le cadre de médiation thérapeutique, dont va vous parler Frédéric Vinoux. Oui, merci Michel. Donc, effectivement, le DOM n'a pas servi qu'à des projections d'œuvres artistiques, mais on a essayé de travailler ensemble pour faire une recherche exploratoire des possibilités d'un usage thérapeutique du DOM. Alors cet usage thérapeutique, il se fait dans le cadre de recherche qu'on mène au LabCOS maintenant depuis plusieurs années, le LabCOS qui dépend maintenant de l'EUR-LT, et précisément sur les liens entre art et activité clinique et thérapie. Alors justement dans ce cadre-là, on fait une différence initiale que je vais rapidement présenter, une différence entre l'art-thérapie et ce qu'on appelle, nous, les médiations thérapeutiques par l'art. La différence, c'est que l'expression art-thérapie laisse entendre que l'art, que ce soit en sa réception ou en sa pratique, aurait seul des effets sur les patients, des effets psychiques, neurologiques ou autres. Or, justement, la communauté est divisée là-dessus, c'est-à-dire que les chercheurs, et c'est un peu le travail qu'on fait au LabCOS, sont nombreux quand même pour critiquer en quelque sorte cette approche qui tend à substantialiser les œuvres ou les pratiques. Contrairement à une croyance en vogue, l'art seul ne soigne pas. C'est pour ça qu'on parle de médiation thérapeutique par l'art. C'est-à-dire que par là, on cherche justement à replacer l'art en sa dimension, en sa qualité de médiateur, qui serait médiateur entre un clinicien et un patient dans le cadre d'un dispositif. Autrement dit, et là c'est l'expérience musicale qui nous intéresse, l'expérience musicale propose d'autres modalités de rencontre avec des patients autres que les habituels entretiens. Et ce sont justement les enjeux relationnels, on peut dire aussi transférentiels de cette rencontre, qui sont porteurs d'éventuels effets thérapeutiques. Alors justement, dans le cadre de la médiation thérapeutique au sein du DOM, les enjeux auxquels le clinicien doit être attentif sont multiples. J'en ai listé quelques-uns là. Bien sûr, il y a la relation avec le clinicien.
Il y a le lien avec ce dispositif dont Michel vous a parlé, et c'est un dispositif très particulier. Il y a un lien aussi avec les œuvres qui sont écoutées, et puis il y a un lien avec le musicien aux manettes, qui est d'emblée inclus dans la relation thérapeutique et qui n'est pas du tout justement réduit à un statut, on pourrait dire, de technicien. Donc notre idée initiale, c'était d'explorer la façon dont le jeu avec les espaces sonores, puisque c'est de ça dont il est question dans le DOM, au sein de ce large champ transférentiel, ce jeu justement avec les espaces sonores pouvait permettre de favoriser des processus de subjectivation dans le cadre d'une relation. Et pour cela, il fallait justement que l'expérience musicale soit non seulement immersive, mais aussi qu'elle soit l'objet d'une possible création, c'est-à-dire d'une interactivité, d'un jeu avec l'espace. D'où justement un travail qu'on a essayé de faire également sur les capteurs. Michel, si tu veux prendre la suite. Alors voilà les capteurs qu'on a pu essayer. Vous voyez le texte qui explique les contraintes qu'on a pu avoir avec certains. C'était impossible de savoir comment ça allait vraiment fonctionner avant de les prendre. Et donc des capteurs qui semblaient parfaitement adaptés comme le Macmillan Botpad, là, puisqu'il permettait d'avoir un cercle et de représenter en fait la coupe de l'hémisphère, hein, ce qui permet d'avoir un contrôle de la 3D avec un seul doigt en 2D. Finalement, c'est pas avéré très efficace. Ou les blocs sur lesquels il faut constamment appuyer et qui donc génèrent de la fatigue sur le doigt et une difficulté de contrôle. Alors avec le Touch OSC et les tablettes, on a un avantage, c'est d'avoir un contrôle à plusieurs doigts et donc de pouvoir contrôler plusieurs sources à la fois. Malheureusement, la sueur s'impose très très vite sur les doigts au bout de quelques, je sais pas, dizaines de secondes ou même quelques secondes parfois. Et finalement, ça colle sur la surface et ça génère des à-coups. Donc pour contourner ce problème, on a essayé avec des gants de coton extra fins, ce qui n'est pas simple à trouver dans le commerce, ou d'utiliser un stylet. Mais malheureusement, avec un stylet, on n'a plus qu'une seule source à disposition. En revanche, avec une bonne connexion Wi-Fi, les tablettes permettent d'avoir plusieurs personnes, par exemple, qui circulent en même temps dans l'espace et qui contrôlent chacun une source. Le dispositif qu'on a finalement décidé d'utiliser avec les patients s'appelle GameTrack. Et c'est un dispositif qui, à l'origine, était utilisé pour la pratique de golf. Pas grand-chose à voir avec notre système, mais il s'est avéré beaucoup plus efficace. En fait, c'est comme deux joysticks en 3D, dont chaque main est reliée à un fil qu'on peut tirer vers le haut pour mesurer l'élévation. Et il est prévu de passer les mains dans les mitaines, ce qui fait que ça permet une meilleure orientation dans l'espace par rapport à des systèmes qui seraient entièrement libres dans l'espace, comme les Kinect par exemple. Mais on ne sait pas bien s'orienter dans l'espace, on ne sait pas bien où est posée la main, alors qu'avec le fil, cette contrainte permet de savoir exactement où on est, ou en tout cas de le savoir mieux. Le boîtier est suffisamment léger pour être posé sur les genoux si on est assis, ou sur le sol si on reste debout. On fait des choses aussi avec des musiciens qui jouent en étant debout. On a créé une interface avec le logiciel MaxMSP qui s'intercale entre les capteurs et le système de routage multicanal qui lui est développé à l'UDEM à Montréal et qui s'appelle SPATGRI. Et cette interface offre l'avantage aussi de pouvoir régler rapidement le contrôle pour l'individu, c'est-à-dire pour l'écartement ou la taille de son bras, et d'avoir un contrôle fin pour quelqu'un qui est sans avantage d'avoir travaillé et d'avoir pas découvert le contrôleur avant. Le boîtier est également équipé d'une pédale. Il faut que je revienne en arrière. Donc d'une pédale qui permet par exemple de lancer le déroulement de la musique, mais qui est amovible, et donc on n'utilisait pas cette pédale dans le cas des patients. Voilà, sa résolution maximale de chaque côté est de 12 bits, mais pour pouvoir optimiser le système, par exemple ramener un carré à un cercle, on arrive plutôt à une résolution de 10 bits, ce qui est normalement largement suffisant. Alors, concernant justement les capteurs, on a dû les modifier
puisqu'on a établi en 2019 un partenariat avec l'IES, l'Institut d'éducation sensorielle, Clément Ader, qui dépend de l'association PEP06, pour proposer justement des séances de médiation thérapeutique au sein du DOM à un groupe d'adolescents qui étaient pris en charge dans l'IES, des adolescents présentant une déficience visuelle ainsi que des troubles associés. Alors ces séances individuelles ont été menées par une étudiante du Master 2, du Master que je dirige avec Jean-Michel Vives, le Master de psychologie clinique et médiation thérapeutique par l'art. Donc l'étudiante Karen Dervaux a pu mettre en place ces séances et j'étais ensuite en position de superviseur. Alors la proposition clinique initiale avec ces adolescents dont on avait travaillé en amont pour justement déterminer quel groupe, la proposition clinique c'était de laisser la possibilité à ces jeunes patients de prendre en main progressivement le dispositif et en toute liberté. Or, pour certains patients, notamment autistes, les gants se sont avérés trop contraignants, difficilement supportables, d'où justement petit à petit la modification vers un usage de balles souples, toujours reliées au fil, avec la possibilité justement de presser, de lâcher la balle, de la reprendre. Et de même, il y avait des mouvements moteurs stéréotypés qui émergeaient durant la séance. Et donc du coup, on a dû régulièrement repenser le dispositif pour s'adapter aux singularités de ces jeunes patients. Les séances dans le DOM comprenaient également un temps d'entretien clinique non directif après le temps d'écoute. Donc l'étudiante était sur le deuxième transat que vous avez vu, près du patient, et donc pendant que le patient pouvait écouter, elle était à ses côtés, elle pouvait tout à fait être aussi en relation avec lui. Alors je dis que pendant que le patient écoutait, puisque malheureusement, du fait du premier confinement, les séances ont été interrompues après la 4e. Ce qui fait qu'on n'a pas pu justement entamer la phase de jeu musical, où c'est ce qui nous intéressait plus particulièrement, c'est-à-dire comment jouer à deux de l'espace. Et donc seule la phase d'écoute des pièces musicales a pu être menée. Et justement, Michel va vous parler de ces pièces. Et après, je reprendrai la parole parce qu'elles ont une spécificité particulière. Alors, cette pièce a été installée donc à Nausicaa, le centre de la mer qui est à Boulogne-sur-Mer. Le public entrait dans un tunnel obscur qui débouchait au centre de l'aquarium des requins, dans une petite bulle de verre. Et l'eau et les poissons nageaient tout autour, dessus comme dessous. Cette musique était donc à l'origine dans un espace immersif et de cette manière il était tentant de la remixer pour le DOM. Pour résumer, c'est une musique où le son progresse entre la caresse d'un frôlement de peau et le sentiment diffus, un peu subconscient, d'un danger imminent avec les requins, d'être brutalement déchirés dans ce monde étranger au calme apparent. Quelque chose donc comme la sensation de frôler avec les oreilles la peau du requin, les dents de rasoir et les poissons qui toquent à la paroi de verre, et aussi l'horizon bleu sans fond de l'océan. Comme c'était destiné à une écoute très grand public, et non dénuée d'étrangeté, mais une musique foncièrement non agressive, Karen Dervaux a choisi de démarrer les séances avec cette musique. 2 autres œuvres ont été composées spécifiquement pour Mikado, mais aussi utilisées dans les séances. Le Ravissement de Robert Normando, dont j'ai parlé, qui crée un espace immersif unique, corporellement très enveloppant, une sensation acoustique spécifique des systèmes immersifs qu'on appelle en anglais engulfment. Et puis les paradoxes d'une sphère tronquée de Jean-Marc Duchesne, qui est là au contraire une composition vraiment polyphonique d'espaces qui sont tous quasi narratifs et dans lesquels ce sont les espaces eux-mêmes qui sont au centre du projet musical plutôt que d'autres paramètres comme la hauteur, le rythme dans la musique classique ou le son lui-même dans la musique électroacoustique. Au début du siècle, le centre a changé l'architecture intérieure de la diffusion dans l'aquarium des requins et du coup j'ai décidé de composer une orchestration de cette pièce avec 16 instruments et dispositifs électroniques pour en faire une version de concert. Donc son adaptation à Mikadom, vous la voyez là, c'est plusieurs espaces dont le premier plonge l'auditeur au centre des instruments de musique. Un peu comme s'il se trouvait à la place du chef. Les instruments occupent la zone fixe qui est dessinée sur la diapositive. Le périmètre du cercle représente le niveau du sol et plus on va vers le centre, plus on monte. Donc, par exemple, la trompette est perçue à l'occiput.
L'espace marin au lointain flou, lui, il est suggéré par divers accords qui sont en son de synthèse et qui évoluent dans des formes de transparence qui donnent à la fois l'illusion de stabilité et de mobilité. Et puis d'autres sons se déplacent, eux, comme des lanières d'algues ou des ondes, des stries. Cet espace-là est déployé spectralement dans le dôme, c'est-à-dire que les graves sont plutôt au sol, les médiums plutôt un peu plus haut et les aigus plutôt au plafond. Bon, c'est plutôt, c'est pas aussi simple que ça, mais en général c'est un peu comme ça. L'espace imaginaire de la bulle de verre, lui, est suggéré par des sons qui sont des vagues autour de l'auditeur et qui n'existaient pas dans la version originale. Et ces sons entourent l'auditeur sans jamais le traverser, constamment extérieur à lui. Donc évidemment, dans la situation originelle, on n'avait pas la mer, mais on avait un son à bas niveau qui était une espèce de bruit qui était fait par le renouvellement constant de l'air, sans lequel la respiration n'est pas possible dans un aquarium. Donc un autre élément qui suggérait simultanément sécurité et danger. L'apparition et le mouvement des vagues là est entièrement offert au jeu de l'auditeur avec la main droite du dispositif GameTrack. Et certains petits impacts des bulles des vagues se mélangent parfois aux percussions des instruments et à des micro-accidents de frottement qui sont dans la musique originelle, dont les résonances génèrent aussi ces accords de synthèse dont j'ai parlé. Le mouvement de ces bulles est également contrôlé avec le GameTrack, mais contrairement aux vagues, il permet de traverser le cube, de monter, de descendre et même d'aller par-delà la paroi visuelle des rideaux. Donc on peut aussi les mélanger ou les séparer du son des vagues, cette fois-ci avec la main gauche. Si l'auditeur monte le bras gauche, il peut également faire apparaître des sons d'oiseaux qui n'existaient pas dans la situation originale, plus ou moins transformés, et qui eux gravitent dans une situation qui est complètement toujours élevée. Alors la musique dure environ 12 minutes, elle est faite à l'origine en 2 parties de durée comparables. Il fallait pouvoir donner en fait la sensation à chaque visiteur de l'aquarium que quelque chose était en train d'évoluer sans qu'il ressente ni une redite, ni qu'il allait manquer quelque chose, qu'il décide de rester quelques secondes ou quelques minutes. On avait évalué qu'avec une telle forme, même pour un auditeur qui restait jusqu'à l'instant où la boucle se referme, c'était encore un moment avant que la mémoire soit certaine que la musique avait recommencé à l'identique. Et donc très peu de gens désiraient autant de temps dans la bulle. C'est intéressant, j'étais avec un cinéaste hier à Grasse dans une autre présentation qui s'appelle Yann Kounen, qui disait que pour le cinéma, on a 12 minutes. Les 12 premières minutes sont les 12 minutes déterminante dans la perception de la forme du film, même s'il dure 1 heure ou 2. Et si l'auditeur s'ennuie dans ces 12 minutes, il s'en va. Mais on a 12 minutes avant qu'il s'ennuie. C'est assez amusant de voir que c'est la durée finalement qu'on a choisie. Dans la pièce installée, c'était plutôt 15 que 12. Mais bon, la version là qu'on utilise, c'est 12 minutes maintenant. Donc dans la situation interactive du dôme, ça permet de lâcher les capteurs, par exemple, de les laisser complètement, la musique continue à tourner, ou de les passer à un autre sans que, effectivement, il n'y ait jamais une interruption du ruban de la musique. Alors, ce n'est pas effectivement la seule musique qu'on a utilisée. Et ici, on a une partition qui a été faite, une analyse de la pièce de Jean-Marc Duchesne, où là, à l'origine même de la composition musicale, les espaces s'organisent en échelle, en contrepoint, en diverses couches qui sont toutes en interaction. Donc là, les cartouches jaunes que vous voyez représentent ce que j'ai appelé des lignes d'espace. Et c'est une partition qui a été conçue précisément pour permettre au thérapeute ou à un auditeur simple de s'orienter précisément dans le moment de la musique, dans le mouvement, sans qu'il ait besoin d'un apprentissage technique. Donc on a constaté que dans la pièce de Jean-Marc Duchesne, il n'y a jamais moins que 5 espaces superposés et fréquemment 7 ou 8. Et chaque espace est non seulement déterminé par la perception acoustique qu'on en a, mais par l'anecdote narrative qui en est donnée auditivement de l'intérieur. Toutefois, comme dans une musique pure, cette narration ne raconte au final rien d'autre que chaque espace sonore lui-même et la relation qu'il a aux autres. Et ces espaces multiples s'organisent selon des concepts qui sont assez typiquement musicaux, des tensions, des détentes, des attentes, des tuilages, des emboîtements, des fusions et même des lignes, non, comme là, ou des accords. On n'imagine pas bien ce que c'est un accord d'espace, mais ça s'entend très bien dans le dôme.
des réalités acoustiques qui seraient absolument impossibles dans l'espace matériel et qui créent cette véritable écriture polyphonique de l'espace. Et cette situation inhabituelle donc, a soulevé des questionnements pour l'utilisation thérapeutique. Hop. Hop. Alors Michel vous a parlé en compositeur de ces compositions que nous avons pu faire écouter aux patients. Il est bien évident qu'au moment de l'écoute, les patients, eux, étaient vierges, justement, et ils pouvaient accueillir ces œuvres telles qu'ils le souhaitaient. Alors maintenant, la question qu'on s'est posée et qu'on peut simplement esquisser, là, ça serait justement quelles pourraient être les spécificités d'une médiation thérapeutique en dispositif immersif, en sachant que ça n'a jamais été fait auparavant. Aussi bien les œuvres que le dispositif en lui-même sollicitent notre rapport à l'espace, et on pourrait même dire aux espaces, puisque Michel a parlé justement d'une composition qui contenait pas moins de 5 voire 7 espaces différents au même moment. Alors on le sait, la perception n'est pas une réception passive, mais c'est un acte cognitif, social, inconscient, qui inclut justement des tris, des pertes, des réagencements. Et la perception spatiale est une production, ou on pourrait même dire une composition, quasiment au sens musical du terme. Une composition qui ne cesse de varier. Comme le temps, notre perception de l'espace varie. D'un point de vue clinique, on peut penser dans un premier temps que le dispositif immersif, Michel a parlé justement de sphère, va solliciter ce que certains psychologues et psychanalystes appellent la dimension d'enveloppe psychique, et notamment les enveloppes sonores, sur lesquelles justement nos collègues, notamment de Lyon 2 et de Paris 5, travaillent depuis des années. Dans cette approche, dans l'approche des enveloppes, sont mises en avant les vertus symbolisantes de découpe, dedans, dehors, et des processus de contenance. C'est-à-dire qu'il y a une enveloppe qui va permettre la transformation d'une expérience. Ces enveloppes permettent une certaine représentation, à la fois du corps, mon corps comme enveloppe, mais une représentation du moi, moi-même comme enveloppe, et surtout de l'espace environnant l'espace comme enveloppe. Toutefois, les pièces que nous avons choisies, et notamment celle de Jean-Marc Duchesne, qui je trouve est vraiment passionnante, ces pièces montrent à quel point l'unification d'un espace acoustique enveloppant est le produit d'une construction parmi d'autres. C'est ça qui est intéressant. Les espaces impossibles de Jean-Marc Duchesne, en laissant surgir justement seulement de temps en temps des espaces unifiés, il faudra peut-être revenir sur ta partition pour bien le faire comprendre, c'est justement ces espaces impossibles justement offrent la possibilité de voiler et de dévoiler cette construction psychique spatiale et justement de la mettre en mouvement. L'enveloppement peut laisser la place à d'autres expériences spatiales, non géométriques, mais topologiques. L'inconscient connaît ces structures spatiales, bien que notre conscience soit plus à l'aise avec les enveloppes. On pense spontanément en termes d'enveloppes. Ainsi, selon justement les problématiques des patients, différents types de rapports à l'espace pourraient être explorés en compagnie du psychologue. Alors, de ces quelques séances que nous avons pu faire, malheureusement trop courtes, il résulte 2 points sur lesquels on espère bien pouvoir continuer le travail. Premier point, l'utilisation du game track et du DOM comme dispositif de médiation par la musique peuvent avoir justement pour objectif de mettre en mouvement de façon non brusque et non ciblée cette production psychique de l'espace, cette composition. Donc c'est un autre contexte, en quelque sorte, pour travailler une mise en mouvement de l'espace, du corps et de la relation à l'autre, ce qui est central pour certains patients où la relation, justement, est en quelque sorte enquistée, stéréotypée. D'autre part, l'approche interactive consisterait à être attentif, sensible à ces processus singuliers, surprenants de jeu et de composition spatiale. Autrement dit, à être attentif au style du patient. Le style étant un concept justement à la croisée de la phénoménologie et de la psychanalyse, qui implique, on pourrait dire, une certaine reconnaissance de la subjectivité du patient, au-delà de toute volonté adaptative. Il ne s'agit pas d'adapter des gens. L'art ne vise pas à adapter, il ne vise pas à guérir, il vise d'abord et avant tout à subjectiver, ce qui est un petit peu différent.
Alors nous allons terminer justement notre présentation courte avec 3 points. Donc pour des raisons qui n'étaient pas liées au dispositif, les séances n'ont pas pu être reprises après leur suspension à la fin des confinements. Et donc on est en recherche d'un nouveau partenariat avec un service hospitalier, avec une institution, pour reprendre justement ce travail exploratoire entre art et soins psychiques. Nous sommes ouverts à toute proposition, sans a priori d'ailleurs concernant le public ou a priori de problématique. Le dispositif, les capteurs, les œuvres même sont suffisamment adaptables pour cela. On avait même pensé à un moment proposer aux étudiants de Michel Pascal de composer des œuvres en fonction justement de ce que les patients pourraient dire, et notamment en fonction de certains intérêts, certains timbres qui peuvent justement attirer leur attention. Deuxième point, la particularité dont tu as parlé tout à l'heure, c'est que le DOM présente une situation nouvelle du point de vue social, une situation qui n'est ni un concert, ni une installation en tant que telle. Et donc, ce que tu souhaiterais, toi, c'est en tout cas explorer ces potentialités avec la création, justement, d'un DOM plus petit et d'un autre plus grand, justement, pour diversifier les expériences. Enfin, troisième point, d'un point de vue théorique et de recherche fondamentale, nos échanges tournent autour d'une hypothèse qu'on pourrait résumer ainsi. Comment l'espace peut-il être considéré comme une dimension du timbre ? La question peut paraître étonnante pour des psychologues cliniciens, beaucoup moins pour toi, mais et pourrait aussi paraître un peu éloignée des préoccupations thérapeutiques. Or, de nombreux travaux menés au sein de mon laboratoire, au LabCos, notamment par mon collègue Jean-Michel Vives, ont justement développé la fonction que le timbre peut avoir dans la clinique. Notamment, j'y reviens, pour des patients autistes, dans leur rapport à la voix et à la musique. Jean-Michel, avec une de nos collègues, Isabelle Orado, a sorti un ouvrage en 2020, précisément sur cette question. Mais le timbre a toujours été abordé dans sa dimension sonore. Justement, notre hypothèse, nos travaux, du fait qu'ils envisagent une dimension spatiale du timbre, ouvrent sur de nouvelles questions, jamais traitées jusqu'à présent, et c'est cela que nous souhaiterions continuer à approfondir. Nous vous remercions pour l'attention.